Et bien à toi Laurent, merci beaucoup Laurent pour Non, je commence, c'est bon l'anecdote. là, hein? Laurent est à l'initiative de la création de l'association Lean France qui organise la conférence Flocon. Il fait partie des personnes qui ont permis il y a 13 ans maintenant Ah de oui, faire naître cette initiative qui perdure aujourd'hui. oui, tout à fait. Je À suis toi Laurent. très fier de revenir ici. Bah, j'en profite pour remercier toute l'équipe d'organisation, bien sûr, et puis les sponsors. Donc ouais, j'étais à l'initiative avec d'autres sur cette conférence et qui s'appelait Link en France à l'époque. Ah, excusez-moi. Et donc, on parlait surtout de Kanban. Et puis ça a évolué, c'est devenu Flocon. J'ai laissé la main. Et ça faisait quelques années que j'étais pas venu faire de session ici. Faut bien travailler, faut bien faire de la R&D un petit peu hein, pour avoir des choses à dire. Et du coup, là, je reviens cette année avec comment dire, un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai appris et fait ces dernières années. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Normalement, vous êtes bien caféiné, bien réveillé, ça va? Ouais. Ça marche. Donc moi, c'est Laurent Morisseau. Je suis coach agile depuis 2008. J'étais spécialisé dans le Kanban. Ces dernières années, je faisais des OKR. Je fais toujours des OKR. Mais depuis 10 ans, la question qui m'intéresse, c'est l'entreprise agile. Parce que j'ai la chance d'intervenir dans des TPE, PME, ETI où on a un peu plus d'espoir de transformer toute l'entreprise. Et donc, c'est ça qui m'anime. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler de l'organisation en flux. Mais évidemment, comme je viens de le dire, on va le mettre dans la perspective de l'entreprise agile. Et je vous propose une définition de l'entreprise agile. Alors, comme je ne la connais pas par cœur, donc transformer l'organisation durablement pour piloter efficacement le changement business dans un monde incertain, complexe et en constante évolution. Bon, ça ne vous surprend pas, j'imagine, hein, c'est le genre de choses qu'on a déjà lues. Et quand on lit ça, évidemment, ça parle de changement. Et donc, le changement, on sait faire avec les méthodes agiles. On en connaît plein, il y en a d'autres qui arrivent. Scrum, évidemment, Fast, Shape-up, etc. Et il y a Kanban, qui est une méthode en tant que telle, mais également une approche d'amélioration continue basée sur les processus existants pour aller vers du flux tiré. Ça, c'est la définition technique que je donnais à l'époque. Et donc, on a une méthode qui est orientée flux. C'est une bonne piste pour aller vers l'organisation en flux. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce que les méthodes, c'est au niveau des équipes et des chaînes de valeur. Et donc, pour passer au niveau de l'organisation, l'agilité a inventé les frameworks d'agilité à l'échelle. Il y en a plein, Scrum at Scale. Il y en a des très bien, il y a Agile at Scale, il y en a d'autres, Safe, Less, qui est très bien aussi d'ailleurs. Hein. Moi, je n'ai pas d'avis sur ces frameworks. En réalité, ils sont tous bien quand on les utilise dans le bon, de la bonne manière, on va dire. Et puis, il y a Kanban at Scale. Et Kanban at Scale, ça permet de passer d'aller vers une organisation en flux. Voilà, j'ai tout donné. Donc l'organisation en flux, c'est du Kanban. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'ai des années de travail. Hein. J'espère que ça va vous aider autant que ça m'a aidé. Pas de questions? Vous voulez que je continue? Bon. C'est à vous de voir, hein, je vous aurais prévenu. Ça va être un peu plus compliqué à partir de maintenant. Le problème, c'est que l'agilité d'équipe, c'est pas l'agilité d'entreprise. Et comme l'organisation en flux, on va le mettre dans l'entreprise agile, on va se poser un petit peu quelques questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Qui est d'accord? Bon, ça va, c'est un public acquis à la cause. Je vais quand même essayer d'en dire un peu plus. Ça fait des années donc, que je réfléchis à l'entreprise agile. Et quand on parle d'entreprise agile, on dit voilà, c'est une entreprise qui est performante, réactive, flexible, adaptative, innovante, résiliente, apprenante, je ne sais pas, frugale sûrement aussi, on doit le dire. Enfin, on met plein de termes.
Et au final, on ne sait plus trop ce que c'est. Et puis l'agilité, c'est un mot fourre-tout, on a mis tout ce qu'on voulait dedans. Tout le monde a sa propre définition de l'agilité, c'est très bien. Ça permet d'avoir une richesse, on va dire, dans ce qu'on fait, dans nos échanges, dans notre manière de voir le business. Mais c'est pour essayer d'adresser l'entreprise agile, moi j'ai fait le pari d'essayer de regarder que ce qui rendait spécifique l'agilité, de mon point de vue en tout cas. Hein. Et de mon point de vue, c'est piloter le changement. On peut parler de transformation, mais c'est piloter du changement qui viennent de l'extérieur ou qu'on le déclenche en interne. Et si on veut piloter le changement et les risques associés, bien sûr, à ce changement, ça veut dire qu'on peut, on peut ancrer le changement au travers des décisions qu'on va prendre dans l'entreprise. Jusqu'à là, on est d'accord. Si je prends des décisions pour changer, après il y a les actions qui en découlent, etc. Ce qui veut dire que si je veux réfléchir à l'entreprise agile, je peux le prendre par le biais des niveaux de prise de décision dans l'entreprise. Il y en a 4 en général. Il y a le niveau portfolio, qui est au niveau de l'entreprise, hein, c'est le portefeuille stratégique. Il y en a qui commencent à regretter déjà, c'était plus facile au début. Hein. L'agilité, l'entreprise. Là, on décide de la stratégie corporate pour faire simple. Ensuite, il y a le niveau stratégique avec l'organisation, c'est-à-dire une business unit, un département, un service. Là, on va parler on va prendre des décisions du type stratégie business. Le niveau tactique, ça, c'est les chaînes de valeur. Là où on crée de la valeur, ça regroupe toutes les équipes qui peuvent contribuer. On peut parler ça touche les produits, les services, peu importe. Et puis évidemment, le niveau opérationnel avec les équipes. Et le problème de l'agilité là-dedans, c'est qu'il faut piloter le changement à travers toutes ces strates, on va dire, de décision, et que ce soit le plus fluide possible, le plus aligné possible, donc quasiment en continu, on va dire, et que ça, c'est une des spécificités de l'agilité, c'est que pendant qu'on change, on continue de créer de la valeur. Vous êtes à l'aise avec ça pour l'instant ? Ok, on va continuer. Si on voit ces différents strates, la question qu'on se pose en tout cas moi je me posais en tant que coach agile, c'est comment dépasser finalement les niveaux de décision opérationnelle et tactique. C'est ce qu'on faisait dans l'agilité. On accompagne les équipes, on accompagne les chaînes de valeur. Avec le Kanban, c'était toutes les chaînes de valeur. Mais très difficile d'aller au-delà. C'est pas avec du Kanban ou d'autres approches qu'on va aller discuter avec la direction de la BU ou la direction de l'entreprise. Pour autant, on a appris plein de choses et on savait faire plein de choses. Et d'assez spécifiques que d'autres approches, évidemment, ne savent pas forcément faire. C'est des transformations qui sont plutôt ascendantes, plutôt émergentes, qui sont, on va dire, basées sur de l'adaptation locale. C'est l'auto-organisation des équipes ou des groupes d'équipes. Et puis, c'est apporter de l'innovation et du changement continu. On est d'accord ? Et la business agility qui essaye de répondre justement à l'enjeu de l'entreprise, elle se dit, ce qu'on sait faire au niveau des équipes, on va essayer de le passer à l'échelle et de proposer quelque chose de cohérent pour l'entreprise. OK ? Sauf que l'entreprise, elle voit les choses différemment. Ce qu'elle veut, parce que en fait, j'ai découvert ça depuis que je fais les OKR, avec toutes les lectures que j'ai fait aussi, mais avec les OKR, ça me permet de rentrer dans les CODIR, et puis les discussions dans les CODIR ou les COMEX, c'est pas du tout celui qu'on avait dans les équipes, évidemment. Donc ce qu'elles veulent, c'est une optimisation globale, parce qu'elles veulent une performance d'ensemble, d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la valeur, et ça, c'est pas la somme des optimisations locales, hein. Ceux qui ont fait de la systémique, on sait bien ça. Et qui plus est, pour optimiser, il faut qu'il y ait un minimum de stabilité, hein, sinon on n'optimise pas quelque chose qui bouge tout le temps. Et donc on va avoir du changement plus incrémental, moins continu, plus incrémental, et une démarche un peu plus descendante, parce qu'il y a de la stratégie, hein, on est au niveau des décisions stratégiques. La stratégie, il y a une intention stratégique, on parle de stratégie délibérée, donc voilà, il y a un cadre qui permet ensuite de déléguer au niveau des équipes. Mais les deux, ça ne fonctionne pas bien, parce qu'on ne se comprend pas. Donc l'année dernière, je faisais une conférence avec Romain Couturier qui s'appelait Plafond de verre, parquet de verre. Donc il doit y avoir un replay d'Agile Grenoble si vous voulez creuser ce sujet. Mais basiquement, c'est dire, nous en tant que coach Agile, quand on fait une transfo, on a énormément de mal d'embarquer
la direction, ne serait-ce qu'en tant que sponsor. En tant qu'acteur, moi, je ne l'ai jamais vu, enfin, en tout cas de mon expérience, je n'ai jamais vécu comme ça. Et puis, ça, c'est le plafond de verre, on n'arrive pas à monter. Et puis, le parquet de verre, c'est l'inverse, hein, c'est la direction qui ne voit pas forcément les résultats, les bénéfices tangibles au niveau de l'entreprise de ce qu'on met en place. Pourtant, ce qu'on met en place, ça marche, hein, enfin, dans la plupart des cas. Et donc, comme on ne se comprend pas, on n'arrive pas à casser ce plafond de verre et à adresser l'entreprise dans sa globalité. Et donc, il faut qu'on revoie, il faut qu'on repense, à mon sens, en tout cas, moi, c'était mon objectif ces dernières années, c'est qu'on repense notre approche et surtout les structures, les solutions qu'on va apporter pour pouvoir adresser chaque niveau de manière cohérente. Et donc, il faut qu'on comprenne un petit peu ce qu'est l'entreprise en tant que coach agile. L'entreprise, alors il y a plein de modèles. Celui que je vais vous présenter rapidement, c'est le modèle en étoile, modèle star de Galbraith. Qui connaît? Ouais. Le modèle 7S, qui connaît? Ouais, c'est un peu pareil, hein, c'est des modèles qui sont équivalents, ce qu'on appelle des modèles d'alignement stratégique, peu importe le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part de la stratégie, ça on l'a compris. Par exemple, si je prends une métaphore, si je suis un athlète de haut niveau, ou même un sportif, on va dire. Enfin, je ne le suis plus, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais plutôt faire du sprint ou un marathon? Voilà, ça, c'est une stratégie, je vais choisir mon terrain de jeu. Et puis après, il y a des capacités que je dois développer. Les capacités, c'est si je choisis le sprint, ça va être l'explosivité. Faire des squats, des trucs, hein, c'est chiant à mourir et puis c'est dur. Si je choisis le marathon, ça va être l'endurance. Donc ça, c'est des capacités à développer. On retrouve les mêmes genres de capacités dans l'organisation. On continue la métaphore, la structure, on connaît tous, c'est l'organigramme. Hein. Pour le sportif, ça va être la colonne vertébrale. Les process, hein, c'est les muscles, le système nerveux plutôt. Hein, c'est ce qui permet d'orchestrer les tâches. Hein. Je vais vite sur cette partie-là. La récompense, les reconnaissances pour un sportif, c'est quoi? La victoire. Ouais, je pensais à la dopamine, mais pourquoi pas la victoire, c'est vrai. Ça sera plutôt le résultat. Et puis, les individus, c'est toutes nos cellules qui forment des muscles. Et qu'est-ce que nous dit ce modèle? Il nous dit que pour performer, faut que tout ça soit en cohérence, soit aligné. On ne va pas mettre en place du Scrum et puis derrière promouvoir une performance individuelle, puisqu'on veut créer une équipe. On est d'accord, ça ne marche pas, quoi. C'est pas aligné. C'est le même genre d'idée. Et le modèle, il n'est pas fini. Il nous dit, en sortie de tout ça, on a deux choses. Ce sont des comportements émergents de l'entreprise. C'est la performance. Donc ça sera la victoire. Et puis la culture. Ça, c'est la mémoire du muscle du sportif, pour ceux qui connaissent. Avec l'agilité, on a pris les choses par là, par les process. Je sais bien que le manifeste agile, il dit nanana, les process, je sais pas quoi, les interactions, je le connaissais par cœur fut un temps. Pour autant, ça se range dans cette case-là. Même si on préfère les interactions et les individus, tout se passe ici. Et puis, comme ça marchait, c'était difficile, nos transfos étaient difficiles, on a dit, ouais, c'est parce que la culture, c'est pas ça, quoi. Donc, il faut changer la culture. Ouais. Sauf que la culture, c'est le résultat de tout ça. Donc, et puis, en parallèle, la direction, elle dit non, mais vos trucs là, très bien, ok, ils nous laissaient faire, mais moi, c'est la performance et puis les boucles de feedback sur la stratégie pour qu'à la fin, ça marche. Donc, le plafond de verre, on le retrouve dans ce modèle-là. Il va falloir qu'on adresse ça. Et le modèle, il nous dit autre chose. Et là, on fait le lien avec l'agilité, parce que là, ce n'est pas un modèle du tout spécifique à l'agilité, on est d'accord. Hein. Le lien avec l'agilité, si l'agilité, c'est piloter du changement, ça veut dire que ça commence au niveau de la stratégie. C'est-à-dire qu'une entreprise doit être capable, doit avoir confiance, de changer de stratégie, de l'ajuster, la réorienter, de la réinventer. Là, on dépasse un petit peu l'agilité, mais ça veut dire de pouvoir changer de direction, de cap, comme on veut. Et d'avoir confiance que le reste suive. Et le reste suit, il y a de l'animation, il y a du boulot là-dedans. Le reste suit, c'est-à-dire que toutes les dimensions de l'entreprise, elles s'ajustent, elles s'alignent avec la nouvelle stratégie. Et puis à la fin, on va avoir un résultat sur la perf et la culture.
Ça veut dire une chose qui est assez importante, en tout cas à mes yeux, c'est que faut qu'on donne une réponse spécifique à des stratégies spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les stratégies, mais ça veut dire que nous, quand on arrive avec une proposition et qu'on essaye de la déployer partout dans l'entreprise, on se trompe. Il n'y a pas une réponse pour l'entreprise, même si on contextualise la réponse. Contextualiser la réponse, ça, il faut le faire, quoi qu'il arrive. Mais par contre, il n'y a pas une réponse unique dans une entreprise. Donc on ne peut pas déployer, il faut qu'on invente autre chose, il faut qu'on propose autre chose. Voilà, ça c'est ce que je disais. Et c'est là où, en avançant, je me suis dit, face à des stratégies spécifiques, il faut qu'on ait des réponses, et des réponses qui soient globalement cohérentes. On l'a vu avec le modèle, il faut que la réponse soit alignée. Et donc c'est là qu'est arrivée la notion d'archétype. C'est pas nouveau. Il y a Mintzberg qui en parlait déjà il y a longtemps sur les archétypes organisationnels, mais avec une approche classique. Et donc dans l'agilité, j'en ai identifié 4. Alors évidemment, l'organisation en flux, on va faire un petit zoom dessus. Est-ce que vous en voyez d'autres? Vous en connaissez forcément d'autres. Sauf si vous allez que à Flocon chaque année et pas dans les Agile Tours, mais le produit, l'organisation produit, on parle que de ça. Ouais, non? Voilà. Il y a Rachel qui parle tout à l'heure cet après-midi. Voilà, elle sait parfaitement répondre à ce point-là. Vous en voyez d'autres ou pas? Moi, j'en ai 4. Des archétypes organisationnels. Donc, on pourrait... donc, un flux pour produit. Projet, qui a dit? C'est toi? Non, là, derrière. Projet, agile, bien sûr. C'est d'autant plus, je dirais, pas à la mode, mais d'actualité. Voilà. C'est d'autant plus d'actualité que le PMI a racheté Agile Alliance, enfin, est partenaire de l'Agile Alliance. Donc, le mode projet, c'est un très bon archétype pour être agile. Et d'ailleurs, quand on lit les trucs du MEDEF, du SIGREF, etc., tous ces trucs un peu institutionnels, ils parlent de l'organisation projet pour une entreprise agile, sauf qu'il y en a d'autres. Et puis le dernier, c'est l'organisation réseau. On en parle beaucoup dans l'agilité, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Qui connaît l'organisation réseau? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous devez en connaître des formes d'organisation, l'holacratie, la sociocratie, ça vous parle? Certains ont pratiqué, non? Mais il y a d'autres formes. Ça, c'est une forme, une implémentation possible, mais il y en a d'autres. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut les caractériser, les 4. Comment vous définiriez la différence entre flux et produit, par exemple? Je prends les deux plus simples. Et voilà, moi, j'avais la même tête que vous pendant toutes ces années, à me gratter la tête en disant, mais j'y arrive pas, je comprends pas, etc. Et puis, il y avait des guerres de chapelle entre ceux qui étaient plus Kanban, ceux qui étaient plus Scrum, et on ne savait pas si c'était les uns qui avaient vrai ou les autres qui avaient faux, ou enfin, ça, c'est la même chose, l'inverse. Mais au final, tout le monde a vrai, sauf que c'est des archétypes différents qui vont s'employer dans des contextes différents, c'est ce qu'on va voir. Donc moi, j'ai fait une petite topologie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas le plus important. Donc cette topologie, on va avoir d'un côté l'optimisation un peu plus globale, on va retrouver le produit et le projet, c'est-à-dire qu'on s'organise globalement autour de la réussite de quelque chose, que ce soit un produit, que ce soit un projet, le projet c'est l'objectif qu'il y a derrière. Et puis on va plutôt vers l'intégration, à l'inverse, on est dans la différenciation côté gauche. On va privilégier la collaboration dans l'optimisation globale. Un Scrum parle de collaboration, oui, mais c'est de la coopération quand on est dans des réseaux. La collaboration, c'est plutôt au sein d'une équipe. La coopération, c'est plutôt en dehors, pour faire très simple. Et puis, vers la gauche, on va aller plutôt vers la résilience, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je reste debout, je fléchis un peu, mais je reste debout, même si j'ai des signes noirs, comme il dit Taleb, qui m'arrivent dessus. Et à droite, je vais plutôt aller vers l'innovation. Et puis en vertical, c'est plutôt l'environnement qui est plus ou moins dynamique.
En bas, on va avoir une approche plus tactique, plus opportuniste. Et puis là-haut, on va avoir plus un alignement stratégique et une optimisation. Ok, bon, on pourrait discuter de cette topologie, c'est pas trop le sujet, on peut faire mieux, c'est un point de départ, mais pour dire que déjà, on pourrait identifier les archétypes par rapport à des contextes. Ça, c'est déjà important comme apprentissage. Je vais faire un petit zoom sur l'organisation en flux, parce qu'on est là quand même pour ça. Et je vais partir de la stratégie. J'ai parlé de stratégie spécifique tout à l'heure. Dans le flux, ce qu'on cherche à avoir, c'est une stratégie orientée service. C'est-à-dire, c'est le niveau de service, les niveaux de service que je vais pouvoir proposer à mes clients, mes utilisateurs, qui vont être différenciants par rapport aux autres. Niveau de service, c'est est-ce que je suis plutôt premium, plutôt low cost, même si low cost, c'est une autre affaire. Mais vous voyez bien, et puis même dans une stratégie, si j'ai plusieurs segments d'utilisateurs, je vais plutôt avoir un segment, voilà, peut-être VIP, un segment normal, je ne sais pas. Donc ça, je vais m'engager sur ce niveau de service et c'est ce que je vais vendre. D'accord? Ça, c'est la stratégie orientée service. Évidemment, derrière, si je m'engage sur un niveau de service, il faut que je maîtrise tous mes process pour que... je vais chercher de la prédictibilité, évidemment, pour que ça marche, que ce soit viable comme stratégie, donc de l'excellence opérationnelle. À ce niveau-là, l'agilité, de mon point de vue, c'est de maintenir l'agilité à grande échelle tout en recherchant la stabilité. Ce qui est paradoxal, puisque l'agilité, de mon point de vue, encore une fois, c'est la gestion du changement. Mais ici, c'est ce qu'on doit faire. Je déroule mon modèle, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire toutes les cases comme ça. La capacité organisationnelle, ce serait quoi pour l'agilité, des capacités parce que l'explosivité, l'endurance, ça ne marche pas pour une entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par capacité liée à l'agilité? Donc, il y en a qui dormaient tout à l'heure parce que je les ai cités. Question difficile, hein, comme vous, j'étais là, je ne sais pas trop. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, OK, si c'est le changement, quel type de changement on a? Et finalement, on a deux grands types de changements, soit du changement qui est discontinu, hein, des événements brusques. Le Covid a été un événement discontinu. Du jour au lendemain, on a dû changer notre manière de bosser ou arrêter de bosser. Et puis, on a le changement continu. Alors, rupture, là, c'est pareil que discontinu. Hein. Et on a le changement continu. L'agilité, elle se concentre, c'est là où elle est le meilleure, c'est le changement continu. À gauche, on va plutôt vers la résilience, et puis à droite, vers l'innovation. Je sais que ceux qui sont des spécialistes de l'innovation, il n'y a pas que l'innovation de rupture dans la vie, il y a des innovations de continuité. Là où on fait grossir le produit, l'innovation d'efficience. Là, on essaye d'être meilleur sur le process. Ce type d'innovation continue, oui, on est dans l'agilité. Enfin, l'agilité peut y contribuer, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que c'est de la rupture, la discontinuité, honnêtement, c'est pas ce qu'on sait faire de mieux. Et au sein de ce changement continu, on a différentes capacités. La réactivité, par exemple. C'est-à-dire, si je le fais pas bien, ça veut dire que je subis les urgences, je subis les choses, je subis les crises. Alors que ce que j'aimerais bien faire avec l'agilité, c'est pouvoir gérer ces opportunités sans les subir. Il y a la partie flexibilité qui n'est pas pareille, hein, en gros c'est le roseau, c'est pouvoir prendre des opportunités, je vais perdre des opportunités à cause d'une organisation rigide. Et moi ce que j'aimerais bien avec l'agilité, c'est que je puisse ajuster l'organisation par rapport à des demandes spécifiques par exemple. Il y a l'adaptativité, alors ça c'est plutôt dans le plus long terme. C'est-à-dire que si le marché change, il faut que je change avec lui. Hein, je ne veux pas me laisser dépasser par l'évolution du marché. Et enfin, il y a la proactivité, c'est-à-dire, vous aurez les slides. Il y a la proactivité qui est dire justement non pas d'anticiper, parce que l'agilité n'anticipe pas. Par contre, elle peut déclencher des choses pour provoquer le changement et qu'on apprenne vite. Ça, on sait faire. Donc ça, c'est les capacités de l'agilité. Et plus concrètement, et puis on peut le décliner, ces capacités, pour chaque archétype. Ce que je ne vais pas faire, parce que là, je vais vous endormir. Mais pour l'organisation en flux, qu'est-ce que ça pourrait donner, la réactivité? C'est de la planification juste à temps. Hein, chaque cadence, tous les 15 jours, toutes les semaines, ou même en continu.
La flexibilité, alors ça c'est le point le plus, à mon avis, le plus intéressant dans l'organisation en flux, c'est cette flexibilité. Quand je travaillais sur le Kanban et que j'essayais de passer mes connaissances aux uns et aux autres, je parlais d'un système, c'est ça qui m'avait frappé, c'est un même système qui permet d'avoir des vitesses différentes, de gérer des vitesses différentes au sein du système. C'est top. Ça, ce sont les classes de service. Et le point, c'est qu'on peut en avoir plusieurs et on peut changer de classe de service. Alors, ça nécessite d'ajuster le système, justement, si la demande est différente, justement. Si, par exemple, j'ai une stratégie orientée service et que j'ai un nouveau segment utilisateur qui attend un certain niveau de service, je peux essayer de m'organiser pour y répondre. L'adaptabilité, c'est plutôt de la capacité à la demande. Là, c'est structurellement changer les WIP limits, etc. Proactivité, il y a des choses. Et dans l'amélioration continue, c'est l'innovation d'efficience. On va essayer d'innover pour que nos processus soient les meilleurs et que notre avantage concurrentiel reste viable. Ça va? Donc, une des clés, c'est les classes de service. C'est ça qui nous permet de reconfigurer l'organisation pour servir différents marchés différents. Et elle est là, l'agilité, principalement. Ça va, ça vous parle ou vous n'êtes pas perdu? Ça va? Ok, il y en a 3 qui suivent. On continue le tour de table, mais je vais aller un peu plus vite. Au niveau de la structure, une organisation en flux, c'est un système de réseau de Kanban. Voilà, ça c'est facile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je vais vous montrer quelques petites illustrations de ce que ça veut dire, ça. L'alignement, il se fait autour des classes de service. Et les équipes sont spécialisées sur un processus ou une partie de ce processus. Et qui plus est, l'équipe est propriétaire de son système Kanban. En termes de process, c'est du pilotage par le flux. Quand on dit ça, c'est des choses concrètes, c'est au jour le jour, gérer les blocages, gérer ce qui sort, ce qui rentre, etc. Donc c'est très concret. Si je prends les autres archétypes produits, ce serait quoi le pilotage? Ouais, pilotage par la valeur. C'est ce qu'on prêche avec l'agilité, et donc c'est exactement ça. Pour le projet, on commence, c'est simple. Alors, pilotage par le projet agile. Les délais, coût, délai, tout ça, périmètre. Non, c'est plutôt par les objectifs qu'on va se fixer. Alors oui, coût, délai, tout ça, c'est toujours vrai, mais ça l'est aussi dans une organisation produit, ça l'est aussi dans les organisations flux. C'est pas ce qui les rend spécifiques. Il y a toujours des questions de délai, de flux. Alors, délai, organisation en flux, le lead time, ça reste quand même un engagement très fort. Donc plutôt par les objectifs qu'on cherche à atteindre. Et puis pour l'organisation réseau, plus dur. Pilotage par l'inclusion. Ouais, moi non plus, je ne sais pas. Je dirais pilotage par la mission. Si on parle de sociocratie, d'holacratie, les cercles, ils sont définis par leur mission. Et ils vivent, ils naissent, ils vivent, ils meurent par rapport au fait qu'on a exécuté la mission, atteint la mission, etc. Et donc, il n'y a pas de durée de vie, alors qu'un projet, il y a une durée de vie, a priori, on peut dépasser, mais... donc, vous voyez que rien que ça, on a des pilotages différents. Alors, il faudra voir concrètement ce que ça donne, mais ça implique des choses différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du Kanban, tout ça. En termes d'individus, il y a des styles de leadership différents, des profils de développeurs différents, des profils en T, notamment pour le swarming. Si j'ai un blocage quelque part, il faut que je ne sois pas hyper spécialisé dans mon domaine parce que je vais créer des goulots d'étranglement. Il faut que j'ai potentiellement plusieurs expertises, mais surtout une couche généraliste qui me permet d'aller aider un blocage pour pas que ça devienne un goulot d'étranglement, ce genre de choses. Pour les spécialistes du Kanban, on connaît ça par cœur. Et la mobilité, elle est plutôt faible parce qu'on cherche à stabiliser le process. La perf managériale, elle est sur l'efficience, on s'en doutait, et la prédictibilité du flux, voilà. Et puis performance individuelle liée à la gestion du travail en flux tiré et en équipe, bien sûr. La perf, elle est sur l'engagement de service, et la culture, elle est plus spécifique sur le flux et le service. D'accord ? Évidemment, c'est une sous-partie de l'agilité, ça.
Ça veut dire que si je fais le même travail pour tous les archétypes, à la fin, je vais arriver à des performances différentes et des cultures différentes. On a la culture produit dans l'organisation produit. On est d'accord? Donc on commence à se dire, tiens, si j'ai des archétypes agiles, à la fin, je peux avoir une culture plus produit, une culture plus flux, une culture plus quelque chose d'autre. Waouh! Alors que nous, on prenait bille en tête, culture agile. Bam, et faut que ça soit partout pareil. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Si on regarde l'entreprise, globalement, l'entreprise, elle doit performer aujourd'hui et puis survivre demain. Je crois qu'on en est tous arrivés à ce point-là en ce moment. Et pour performer aujourd'hui et survivre demain, il faut qu'on travaille à des horizons de temps différents. Il faut qu'on exécute ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on prépare demain. Certains connaissent peut-être le modèle des 3 horizons d'investissement. On en parle dans SAFE, on en parle dans NFIX. Qui connaît? Voilà, c'est exactement pareil, sauf que je l'ai enrichi un peu. Il y a les zones de management de Geoffrey Moore aussi qui en parle, très bien, très intéressant. Donc j'ai juste piqué l'idée et puis mis sous forme de c'est Liberating Structure là, qui fait le « et » là comme ça. Donc j'ai tout piqué. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que pour innover demain, il faut explorer. On va créer la croissance future. Par contre, il y a énormément d'incertitudes. On connaît le nombre de startups qui ne survivent pas aux premières années. Celles qui survivent, elles passent dans la phase, l'horizon H2 pour le modèle des 3 horizons, ce qu'on appelle aussi le développement, la phase de transformation pour Moore. Moi, je parle d'expansion, ça fait un modèle 4E, il n'y a que des E, voilà, c'est plus facile à retenir peut-être. Là, on va progresser vers la vision. Une fois qu'on a atteint, alors typiquement, c'est les scale-up. Là, on était sur les startups, là, on est sur les scale-up. Si la scale-up, elle survit à l'accélération et qu'elle n'explose pas en vol, elle passe dans la phase d'exploitation. Là, on va exécuter notre mission. Le but, c'est d'optimiser, c'est de continuer à rendre viable notre avantage concurrentiel le plus longtemps possible. Et puis, à un moment donné, ça devient obsolète. Et on passe en mode exclusion, c'est-à-dire qu'on va se désengager, décommissionner, vendre, arrêter, tout simplement. Et le but, c'est de le faire dans l'agilité, c'est de le faire plus tôt que dans une approche traditionnelle, parce que pour changer, il faut se débarrasser de toute cette inertie d'une entreprise qui fait qu'elle a beaucoup de mal à évoluer. Maintenant, ce modèle, encore une fois, il n'est pas spécifique à l'agilité. Par contre, on peut se demander quel impact sur l'agilité. Quand on est dans la phase d'exploration, donc c'est créer la croissance future, on veut innover pour trouver son prochain avantage concurrentiel. Et là, l'agilité, ça va être de provoquer le changement pour apprendre le plus vite possible, en tout cas plus vite que ses concurrents. Ça va, ça vous parle ça? Ok, alors du coup, dans l'expansion, ça serait quoi l'agilité qu'on cherche à avoir? Si le but, c'est de progresser vers la vision et de passer notre avantage concurrentiel à l'échelle, ce serait quoi l'agilité qu'on cherche à avoir? Donc, même réponse, j'avais la même tête que vous et même interrogation. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le but, c'est de rester agile, même en passant à l'échelle du marché. C'est-à-dire, le produit va passer à l'échelle du marché, en ayant le plus de parts de marché possible. Et l'organisation qui porte le développement du produit fait de même. Et donc là, il y a un enjeu pour rester, rester agile dans cette phase-là. La phase d'exploitation, c'est maintenir l'agilité à grande échelle en recherchant la stabilité. Comme tout à l'heure, ça c'est un gros paradoxe qu'on a, que l'on a avec l'agilité, que l'on a avec le lean. Il y avait Marie-Ignace Pia qui était là avant, c'est le même problème, parce qu'on est globalement les deux dans la même zone. Et puis la phase d'exclusion, c'est diminuer la dette organisationnelle, diminuer l'inertie organisationnelle pour pouvoir changer le plus vite possible. Donc, comme tout à l'heure, on avait des cultures potentiellement différentes. Là, on a une agilité différente. On n'attend pas la même chose de l'agilité selon ces contextes-là. OK, so what? Eh bien, on va pouvoir mettre des archétypes en face de chaque phase. C'est une proposition, ça peut évoluer, on peut trouver mieux. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que dans la phase d'exploration, l'archétype projet et l'archétype réseau,
de mini startup ce sont des réponses très appropriées qui marchent plutôt pas mal. Dans la phase d'expansion, là, l'archétype produit, il est fait pour ça, quoi. Genre, c'est ce qui marche le mieux, hein. Dans la phase d'exploitation, on va retrouver l'archétype projet, mais plutôt pour des projets de transformation. On va retrouver l'archétype réseau si jamais les business units sont très autonomes, si notre portefeuille produit n'est pas lié, voilà. Si on utilise le portefeuille produit pour la diversification. Et puis on a l'archétype en flux qui remplace avantageusement notre chère organisation matricielle. Enfin, j'espère que, que c'est une meilleure réponse. Et puis pour l'exclusion, on retrouve l'archétype projet. OK. So what? Toujours le so what. Eh bien, l'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, si elle veut performer aujourd'hui et durer demain, en fait, elle doit faire cohabiter tout ça. Puisqu'elle doit se positionner sur chaque zone stratégique, et pour chaque zone stratégique, on a des archétypes associés. Donc ça veut dire que, je reviens sur l'idée de tout à l'heure, où je disais que finalement, un framework d'agilité à l'échelle, c'est très bien, potentiellement très bien, encore une fois. Par contre, le déployer de la même manière dans tous les services, toutes les BU de l'entreprise n'a pas tellement de sens, sauf si l'entreprise est spécialisée à un endroit, une phase. Oui, une start-up qui commence, là, elle va avoir qu'un modèle. Une scale-up, pareil, elle est hyper focus sur son produit. Par contre, dès qu'on commence à aller dans l'exploitation et qu'on commence à se diversifier et qu'on commence à gérer justement des portefeuilles produits-services, là, c'est plus possible. Ça va? Vous êtes à l'aise avec ça? Donc, on doit gérer des portefeuilles on va dire de business unit. Chaque business unit va implémenter à sa sauce un archétype pour en tirer une certaine forme d'agilité et qui va déclencher un type de culture. Et tout ça ne va pas être le même. Donc l'entreprise, une des difficultés de l'entreprise agile, en fait, c'est de performer globalement tout en gérant cette hétérogénéité. Ça nous fait une perspective énorme en termes de boulot pour les transformations et l'accompagnement des entreprises, si elles veulent aller jusque-là. Si je rezoome sur l'organisation en flux, parce qu'on veut passer à l'échelle, là, je reviens sur des choses plus simples. Qui a été coach Kanban ou a vécu du Kanban? Il n'y en a pas beaucoup. Ah si, parce que vous n'osez pas, en fait. Okay. On a commencé peut-être avec une équipe ou deux, et puis on a essayé d'étendre les systèmes Kanban sur toute la chaîne de valeur, c'est l'extension horizontale, pour embarquer l'amont et aller jusqu'à l'aval, pour qu'on puisse avoir du flux, voilà, bout en bout. On est d'accord, on a fait ça. Quelquefois c'est difficile, quelquefois on n'a pas réussi. Quand ça marche, c'est top. Dans le Kanban, on a d'autres formes d'extension, de passage à l'échelle. On a également l'extension plutôt verticale. Là, typiquement, là, on va avoir des Kanban d'équipe. Et puis, toute la chaîne, ça va faire typiquement un Kanban produit. Là, l'extension plutôt verticale, c'est pour arriver à la notion de Kanban portfolio. Certains ont mis en place des Kanban portfolio. Chaque case zoome sur une chaîne. Et dans la chaîne, chaque ticket zoome sur une équipe, par exemple, sur un Kanban d'équipe. Voilà. Et puis la dernière implémentation, c'est l'implémentation plutôt réseau, où là, il n'y a pas spécialement de chaîne. Il y a plein de systèmes Kanban qui sont liés les uns les autres par des files d'attente, des whips sur les files d'attente, et c'est ça qui crée le lien entre chaque. Et c'est vrai sur des chaînes de valeur, des équipes, mais aussi toutes les fonctions support, RH, infra, market, peu importe. Et si je reviens sur ma définition de l'organisation en flux, et que j'ai une stratégie orientée service, donc ça veut dire que mon engagement et ce qui coordonne tout ça, ce sont les classes de service. Eh bien, dans ma vie de coach Kanban, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a plein d'entreprises qui ont plein de KPI, qui font semblant d'être engagées sur des trucs. Et puis après, on gère la misère parce qu'on n'est pas au rendez-vous, parce qu'on a vendu quelque chose qu'on ne savait pas forcément tenir.
Et puis, il n'y a pas tant d'entreprises que ça ou d'organisations que ça qui vont sur la partie pilotage par les métriques et l'amélioration continue par les métriques dans le Kanban. Donc ça veut dire que si les notions de classe de service, finalement, ce n'est pas le plus important, on peut aller vers la droite, et ça, c'est l'extension verticale qui va nous emmener plus vers le produit. Et là, on va retrouver ceux qui connaissent les livres de Donald Reinstein. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est le Product Development Flow. Donc, c'est une approche fluide du développement produit. Je dis ça avec une pointe de nostalgie, puisque Donald était un de nos premiers keynoteurs sur Lean en France, et c'était top. Il m'a beaucoup inspiré. En tout cas, voilà, on peut aller vers du Kanban, on peut l'utiliser dans le produit dans certains cas, mais également, on peut aller vers le réseau. Et là, on va utiliser les WIP comme mécanisme de coordination. Donc c'est pour ça que quelquefois, on se mélange un peu les pinceaux. On parle d'organisation de produits qui englobe tout parce qu'on peut faire du Kanban. Ouais, parce que c'est une utilisation spécifique du Kanban et on n'est pas dans l'archétype flux, mais l'archétype flux sera autre chose. La coordination par les process, là je vous montre juste un exemple, c'est qu'on va retrouver les 3 niveaux dont je parlais. Alors, au début, je parlais 4 niveaux de décision, corporate, stratégie, tactique, opérationnelle. Là, il y en a que 3 parce que la stratégie corporate, c'est encore un autre sujet. On va avoir des synchronisations entre tous ces systèmes Kanban. Au niveau stratégique, c'est les revues stratégiques, elles sont plutôt trimestrielles. Au niveau tactique, on va retrouver des revues comme ça, qui vont être revues des opérations mensuelles, revues des risques, revues des portefeuilles mensuels. Et puis, je ne vais pas tous les citer, au niveau opérationnel, on a des revues. Donc ça, c'est tous les mécanismes qui permettent de coordonner une organisation en flux quand elle est comme ça. Et ce modèle-là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est la proposition, alors on pourrait imaginer d'autres implémentations, c'est la proposition de la Kanban University de l'entreprise Service Planning, ESP. Qui connaît ? Ouais, on n'est pas nombreux. Hein. En fait, c'est l'équivalent du LES, du SAFE, mais pour l'organisation en flux. Je ne dis pas qu'il faut aller vers ça. C'est une réponse intéressante pour l'organisation en flux. On peut trouver d'autres choses, mais ça veut dire que déjà, ça existe. C'est une bonne nouvelle. Voilà, alors j'ai fait un petit peu le tour de l'organisation en flux. Je l'ai mis dans le contexte des archétypes et j'ai mis tout ça dans le contexte de l'entreprise agile. Et si je les mets dans des contextes, c'est surtout parce que finalement, ce qui m'a amené à ça, c'est d'avoir une espèce de réflexion d'ensemble pour l'entreprise agile. Et c'est ce qui m'a amené ces dernières années à créer un framework que j'appelle Agile for Enterprise. J'ai été chercher très loin le nom. Il était libre, une chance. Et qui reprend quoi finalement les 4 niveaux d'agilité, opérationnel, tactique, stratégique, portfolio, qui sont liés entre elles par des cadences de changement, cadences de prise de décision. Hein, c'est ça, par exemple. Mais pour l'organisation réseau, projet ou produit, ça sera différent, cette partie-là. Il y a différents outils. Le but, ce n'est pas de vous les montrer ici, parce qu'ils ne sont pas spécifiques au flux. Mais on va avoir des radars pour savoir où on en est, des outils ACT pour piloter la transformation, des outils un peu plus haut niveau pour le portefeuille. Il y a le modèle 4E que je vous ai montré, qui donne des informations assez intéressantes pour justement savoir quoi prendre selon les contextes. Et puis derrière, les 4 archétypes. Et cette approche-là, l'idée, c'est de casser le plafond de verre. J'en reviens à ce que je disais au début de cette session. Il faut qu'on arrête de travailler d'un côté les décisions strat et de l'autre côté l'opérationnel. Il faut qu'on travaille de manière alignée. Et donc, il faut qu'on arrive à résoudre le paradoxe d'avoir des approches qui sont différentes, plutôt descendantes, plutôt délibérées, et puis avec l'agilité plutôt montante, plutôt émergente. Parce que le but, c'est de faire les deux, optimiser globalement et s'adapter localement.
En tout cas, c'est ce que je pense. Et la réponse, enfin une des réponses possibles pour gérer ce paradoxe, c'est justement d'identifier les archétypes qui vont bien marcher dans les différents contextes. Et à la fin, d'arriver à mettre tout ça bout à bout pour arriver en termes de sortie. Au niveau de la performance du point de vue de l'agilité, c'est permettre une transformation durable. Ça veut dire que ce n'est pas un projet de transformation qu'on doit mener, c'est d'amener la transformation dans l'ADN, c'est-à-dire que ce soit inclus dans les process internes de l'entreprise et que ce soit géré en continu. Et puis en termes de culture, c'est la culture agile certes, mais j'ai mis des S parce que vous voyez qu'on peut être plus spécifique et à mon sens, il va falloir être plus spécifique si on veut monter les étages. Et pour monter les étages, le truc cool avec ça, qui m'est apparu après coup, c'est qu'en fait, on peut créer un cursus, une filière pour notre métier. Alors, je dis notre métier parce que moi, je suis coach agile, mais qui est coach agile ? Voilà, donc le truc cool pour tous ceux qui lèvent la main, c'est qu'on a une filière, on avait déjà la filière Scrum Master Coach Agile. Ouais, c'est bon. On avait déjà ce niveau Scrum Master Coach Agile, ce qui était déjà pas mal. Alors après, SAFe nous a inondé de rôles, je les connais même plus, SRE, SRT, RTE, mais il y a un truc avec SR quelque chose, non ? Voilà, enfin bon bref, de toute façon je ne retiendrai pas. Et encore une fois, j'ai rien contre SAFe. SAFe, dans certains contextes, est très intéressant. Notamment, il ne faut pas que je le dise, c'est filmé. Notamment l'implémentation des OKR est plutôt pertinente, mais pas sur la partie épique. Mais bon, c'est un autre sujet. Je reviens là. L'Agile Master, je l'appelle Agile Master parce qu'en fait, au niveau des équipes, ce qui change par rapport à Scrum Master, Kanban Master, etc., c'est qu'en fait, on doit maîtriser toutes les méthodes parce que j'ai séparé les zones stratégiques, expansion, exploration, tout ça. En réalité, même s'il y a une logique dominante, au niveau des équipes, dans un produit, par exemple, on va avoir des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités obsolètes. Il y en a d'autres qui sont vraiment la vache à lait, qui sont les plus utilisées de notre produit. Il y en a d'autres qui sont en développement et d'autres qui sont en exploration. Et donc, on retrouve quelque part cette notion de faut ajuster notre méthode de travail par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et un produit, c'est l'ensemble de tout ça. Comme une entreprise, c'est l'ensemble de son portefeuille produit. Et par rapport à l'exploration, c'est pas du Kanban. On est dans du Lean Startup, du Design Thinking, ce genre d'approche. Dans le développement produit, on est dans du Scrum. Ça fait pas tellement débat. Par contre, plus on va aller vers l'exploitation, plus le Kanban va être pertinent, on va passer par un mélange des deux. Et dans l'exploitation, on va revenir au mode projet pour réussir à dégager tout ça. Il n'y a pas besoin d'intelligence collective, enfin, ça dépend des cas. Peut-être dans ton cas de figure, non, je sais pas. Fabrice, je suis sûr que tu as plein d'anecdotes là-dessus. Et donc, finalement, une équipe, elle doit pouvoir trouver sa propre méthode de travail par rapport à ce contexte-là, et pas par rapport à ce qu'elle aime bien faire ou là où elle est le plus à l'aise. C'est qu'est-ce qui va le mieux performer par rapport au contexte. On passe au niveau du dessus. Pour moi, coach agile, il est au niveau de l'agilité tactique. Il faut qu'il adresse des chaînes de valeur. Donc, c'est un orchestrateur. Donc, c'est là où on retrouve les trucs de SAFe, là. Orchestrateur de valeur. Au niveau du dessus, coach agile d'organisation, stratégie. Là, tout ce que je vous ai dit sur les archétypes, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que typiquement, un coach agile d'organisation, il faut qu'il connaisse l'archétype. Alors, l'archétype, ça ne veut pas dire qu'on implémente tel quel un archétype. C'est une vision idéale dans un monde coupé de la réalité. Évidemment, il va falloir qu'on pense à comment faire en vrai dans notre organisation. Et c'est là que le coach agile d'organisation va être très intéressant. Et puis au-dessus, on va avoir le coach agile d'entreprise, qui est la vision portfolio et l'architecte de tout ça. Donc ça veut dire qu'on a une filière et qu'on est au 2e étage. Alors il y en a qui commencent déjà au 3e, mais pour moi, on doit pouvoir aller jusqu'au 4e. En revanche, il faut qu'on s'arme de solutions, de discours, de connaissances pour permettre d'aller discuter à chaque niveau et de proposer des choses pertinentes. Pour finir, l'organisation en flux, si je résume en quelques points, c'est un archétype agile parmi d'autres, on l'aura compris. Donc il doit
cohabiter avec les autres. Mais ça, bon, on sait faire. Voilà. C'est plutôt pour des stratégies orientées service, qui est optimisé pour l'exploitation et le flux plus que les ressources. Et puis, après, il y a des dépendances qui doivent être gérées par les limites, etc., et processus de coordination, et puis il y a plein d'autres choses. Les derniers points, comme ça on aura un petit peu de temps pour les questions, s'il y en a, c'est que mon ami Pablo Perno, on avait écrit un livre Kanban, qui était le 2e de la série. Donc ça, c'est la 2e édition qu'on va sortir en mai, je ne sais plus quel courant mai, voilà. Donc je parle un petit peu de ça. Et puis, surtout, il y a le framework Agile for Enterprise que j'ai développé. Et surtout, il devient open source. Alors, attendez. Sous GitHub. Ouais, merci pour celui qui me soutient. Donc, ça veut dire qu'évidemment, vous allez pouvoir avoir accès. Alors, je le lance aujourd'hui parce que c'est la date, hein, mais en réalité, il faut que j'ai encore 20% à rajouter dans le GitHub, mais bon, c'est quasi fini, on va dire. C'est quasi fini. D'ailleurs, demain, je commence une formation pilote avec mon ami ici présent, Arnaud, de 2 jours pour justement tester un peu tout ça, mais de manière beaucoup plus détaillée. Donc, l'open source, ça veut dire que vous avez accès et vous pouvez contribuer, faire vos retours d'expérience. Il y a non seulement le framework, mais des ateliers, des outils et des ateliers pour aller avec. Donc j'espère que vous allez utiliser, contribuer, faire des retours, qu'on se l'approprie. Pourquoi je le passe en open source? C'est parce que j'ai travaillé seul, c'est bien, mais les entreprises sont tellement diversifiées, les points de vue sont tellement diversifiés qu'il faut que, justement, qu'on enrichisse tout ce point de vue de vos apports des uns et des autres, et pour qu'on ait une réponse, à mon sens, qui nous permette de monter les étages et d'adresser l'entreprise. Voilà, c'était tout pour moi. C'est bien moi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Il nous reste 5 minutes, c'est ça? Des questions? Merci. Notamment, j'ai beaucoup aimé la dernière slide qui donne un petit peu des perspectives autres que coach agile qui finissait un peu dans un rôle fourre-tout, genre chef de projet. Donc ça donne de perspectives. J'aurais aimé en fait t'entendre sur, ok, mais quelles armes finalement on va se doter pour être donc architecte agile ou stratège agile. Pour moi, la différence est encore un peu floue. Ça c'est du vocabulaire marketing. Non, derrière, alors, quelles armes, c'est-à-dire? Tu t'es dit, il va falloir s'armer. Ah oui. Ah oui, c'est à cause de moi. Pour avoir fait le tour des Agile Tours, on connaît à peu près les armes jusqu'à coach agile, mais quel genre d'armes différenciantes pour le niveau supérieur? Déjà, c'est s'armer, se muscler plutôt que s'armer, on va dire. Ça fait plus écho à la métaphore de l'athlète. Se muscler sur le design organisationnel, par exemple. Ça veut dire quoi? C'est quoi le périmètre? Et quelles solutions on propose? Donc là, je n'ai pas le temps de détailler ça. Donc justement, dans le framework, je détaille plus. Mais en vrai, on a déjà des solutions, parce que justement, les frameworks sont des implémentations. En fait, le framework permet de comprendre, d'avoir une lecture des frameworks par ce biais-là qui nous donne un peu de hauteur. Et donc, on a déjà des réponses. Mais il faut passer de « OK, j'ai appris ce framework, donc je le déploie » à « par rapport à votre contexte, c'est plutôt ça que vous voulez, et on va l'adapter de manière intelligente. » Voilà. Après, donc, je parlais du design organisationnel, mais pour parler avec la direction, il faut parler stratégie, agilité stratégique. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une stratégie agile, une agilité stratégique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment nous, on va pouvoir vous aider dans votre rôle, messieurs, dames, directeurs, pour que vous soyez, qu'on performe, voilà. Donc l'agilité stratégique, c'est la capacité de changer de stratégie en cours de route, de l'ajuster. Et très bien, parce que lui, la décision, on peut changer, mais il faut que le reste suive. Comment ça suit? Donc il y a des choses très concrètes. Je sais que je vais vous saouler, mais les OKR sont un exemple. Enfin, je vais en saouler certains. Les OKR sont un exemple d'outils très concrets qui permettent d'aligner verticalement, horizontalement ces décisions, mais il y en a d'autres.
Donc c'est sur ce genre de choses. En fait, il faut apprendre déjà à parler la même langue que le niveau où on va aller jouer. Enfin, ça, je l'ai appris avec les OKR, hein, c'est clair, l'agilité, ils s'en foutent là-haut. Ouais, sauf que quand ils changent de stratégie parce qu'il y a un concurrent qui fait un mouvement, il faut que le codir ou le COMEX, il ait confiance dans le fait que s'il change de cap, le reste suive, et le reste suive à la bonne vitesse, c'est-à-dire plus vite que ses concurrents, par exemple. Quel niveau de confiance ils ont dans le fait que ça va suivre? C'est ce genre de choses où il faut se muscler, il faut avoir des réponses, il faut savoir parler, etc. Et il y a des connaissances à avoir. Je vous ai montré le modèle de Galbraith. Typiquement, celui-là ou d'autres, hein, peu importe, faut savoir remplir les cases. Hein. J'ai parlé de capacité, mais OK, capacité réactive. Après, il faut transformer cette capacité un peu générique en quelque chose de concret pour l'entreprise. Ouais, livrer plus fréquemment. Bon, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est tout ça. Ça répond à ta question? Ah oui, c'est pas suffisant, ok. Ça marche. D'autres là-bas? 42, il nous reste 3 minutes. Bastien, tu me voles. Est-ce que tu restes avec nous, Laurent, aujourd'hui Ouais, pour la journée? ouais. Vous pourrez, Okay. Je vous invite à aller voir Laurent aux pauses, à la pause déjeuner, etc., si vous voulez continuer la discussion avec lui. Merci beaucoup, Laurent, pour ta présentation. Merci à vous. C'était la première fois que je la donnais en l'état, donc vous avez essuyé les plâtres. Et vous avez résisté à la deuxième phase qui était plus compliquée que la première, il me semble. Allez, au revoir.